Je vais donc inviter sans plus tarder les participants de cette table ronde et j'anticipe encore une fois sur la partie d'échange de questions-réponses que vous pourrez avoir avec eux. Je vous invite à y songer dès l'énoncé des noms et qualités des personnes présentes. Alors, je vous avais promis la présence cet après-midi de représentants de producteurs, de fournisseurs de bois, et nous aurons également des utilisateurs. Antoine Damécourt, qui s'est déjà exprimé ce matin, qui est membre du syndicat des propriétaires forestiers privés. Benoît Fraud, qui est directeur d'ONF Énergie. Stéphane Viéban, directeur général d'Alliance Forêt-Bois. Philippe Siat, président du groupe de travail approvisionnement de ce comité stratégique filière bois, et également par ailleurs vice-président de la Fédération nationale du bois. Claude Turbet, directeur général adjoint de Cofeli, et Pierre de Montlivaud, directeur des nouvelles offres énergétiques de Dalkia. Voilà. Merci messieurs de votre présence. Vous pouvez vous rassembler. Vous êtes sans protocole, je vous laisse vous installer. Effectivement, les choses se disent et se redisent depuis ce matin. Il y a un certain nombre de choses qui ont été mises en exergue sur lesquelles vous souhaiterez peut-être les uns et les autres revenir. Alors je vais vous proposer, pour faire simple, là aussi en vous faisant grâce d'une trop longue introduction, mais de revenir en particulier sur les constats que vous aurez pu faire vous-même suite aux différents échanges qui ont eu lieu depuis ce matin et les introductions qui ont eu lieu cet après-midi. Quels sont vos constats individuels et partagés? Et puis dans un deuxième temps, je vous entendrai probablement sur les suggestions, les recommandations que vous voudrez bien partager avec le public présent. Alors effectivement, ce qui frappe dans les discussions jusqu'à présent, puisque la table ronde est consacrée aux objectifs et aux moyens, c'est quand même d'entendre de manière récurrente, et pour avoir contribué moi-même à plusieurs fois dans différents cadres à vos réflexions, c'est cette problématique de la mobilisation, parce qu'effectivement, même si le constat peut être fait aujourd'hui que ici et là, plus de bois sort de la forêt, que son exploitation est de plus en plus rationnelle, mieux intégrée dans des plans de gestion, on note quand même que ça reste un point clé incontournable de tension, un facteur limitant du développement de la filière bois-énergie et de la filière bois en général. Donc toujours un problème d'accès, de régularité de la ressource, sans parler du coût d'exploitation, du niveau de rémunération de cette biomasse bois, autant de sujets que vous avez déjà évoqués. Alors comment faciliter cet accès à la ressource ? Comment encourager les détenteurs de biomasse à développer et valoriser leur production dans les conditions durables, pour reprendre les termes de nos introducteurs de cet après-midi ? Le rythme de développement de la filière sera-t-il en phase avec les objectifs ? Quel contrat de filière pour donner des perspectives aux acteurs ? Vous connaissez la problématique. Les soutiens des pouvoirs publics pour accompagner la filière dans son développement. Je vous invite les uns et les autres à revenir sur ces points dans l'ordre des priorités qui vous apparaîtraient. Alors pour la partie analyse de la situation, c'est une sorte de point d'étape que je vous propose, certains ayant déjà contribué d'ailleurs à des tables rondes consacrées au même sujet dans ce colloque dans des éditions précédentes. Je vais me tourner pour commencer vers les utilisateurs de bois énergie, à commencer par les utilisateurs de bois en général, puisque j'interrogerai M. Siat également, mais commencer par les utilisateurs de bois énergie, M. Turbet puis M. de Montlivaud, pour leur demander justement leur propre constat à date, avec le recul dont vous disposez aujourd'hui sur les différents projets que vous avez initiés, accompagnés, ceux que vous exploitez aujourd'hui. Voilà, un petit point d'étape ensemble, si vous le voulez bien. Et puis, j'anticipe également sur l'intervention de M. Siat, pour l'excuser par avance de devoir nous quitter à un moment donné au cours de cette table ronde, puisque vous avez un rendez-vous ministériel important tout à l'heure dans le cadre de vos différentes missions. Monsieur Turbet. Voulez-vous que je commence alors ? Je vous en prie. Allô ? Oui. Voulez-vous que je commence ? Oui, je commence. Oui, je vous en prie. Merci. Oui, donc moi je suis Claude Turbet, je suis directeur industriel de Cofeli. Cofeli est un grand acteur qui a beaucoup développé les projets bois-énergie depuis les années 2007-2008 pour fixer les idées. Nous avons à ce stade un parc d'installations qui ont été construits ou qui sont en cours de construction chez nos clients industriels et réseaux de chaleur principalement, qui est de 250. Nous avons l'an dernier utilisé 1 million de tonnes de bois énergie pour fixer les idées sur nos installations. Et avec le flux d'affaires qui, pour certaines d'entre elles, ont été décidées il y a déjà quelques années, nous considérons que nous serons à 1,5 million de tonnes en 2016, dans 2 ans. Donc c'est un très gros développement pour nous. Nous considérons aujourd'hui que nous avons l'expérience de ces projets-là. Nous avons
la bonne pratique. Alors ces projets, ils n'ont été possibles que par l'existence du fonds chaleur. C'est l'occasion, même si je suis le 33e à le dire dès aujourd'hui, puis je pense que Pierre de Montlivaud dira la même chose, de dire que le fonds chaleur est un outil formidable. C'est cet outil-là qui a véritablement servi à passer de l'intention aux actes. Et c'est à lui qu'on doit le succès de toutes ces années. Et il est indispensable, si on veut qu'il y ait une possibilité de développer des projets, qu'il y ait continuité de ce fonds chaleur. Et donc nous comprenons tous que c'est quelque chose qui paraît désormais acquis. Alors nos projets sont des projets de long terme, puisque nos clients attendent de nous qu'on les livre pendant 15 ans, voire plus, avec des prix qui sont définis à l'avance, suivant des formules paramétrées. Et donc notre vision à nous est une vision nécessairement de long terme. Et nous avons besoin de stabilité, de visibilité et de constance. C'est malheureusement pas ce qu'on constate clairement depuis quelque temps, puisque nous sommes dans un contexte de tension sur l'accès à la ressource. Et ça vient compliquer en quelque sorte le développement de nos projets. Nous constatons aussi ici et là une augmentation significative des prix qui n'est évidemment pas sans conséquence sur la vitalité de nos projets. Alors la bonne santé de nos activités nécessite la bonne santé de la filière forestière. Nous ne faisons rien et nous ne ferons rien sans une filière forestière forte. Nous n'avons pas vocation à travailler à côté ou en face, mais nous avons vocation à travailler avec. Et ça a déjà été souligné. Les produits qui rentrent sur nos installations sont des produits qui sont le plus souvent des sous-produits d'une industrie qui sert d'autres usages, souvent plus nobles d'ailleurs, que même si on aime bien nos métiers, souvent plus nobles que l'activité énergie. Et donc, nous ne pourrons valablement prospérer que si nous sommes à côté d'une filière qui elle-même est en bonne santé. Et on constate aujourd'hui que cette filière n'est pas au mieux de sa forme. Donc voilà le constat tel que je peux le faire à ce stade. Premier constat peut-être partagé par M. de Montlivaud ou complété pour Dalkia par d'autres indicateurs qui vous paraissent importants de retenir. Oui, dire que en ce qui nous... Vous m'entendez ? En ce qui nous concerne, le développement s'est construit à la fois sur des installations soutenues par le fonds chaleur et puis par des cogénérations biomasse. Et je précise tout de suite des petites cogénérations biomasse à taille humaine. Justement, le modèle que je pense nous devons pouvoir discuter lors de cette concertation avec la DGEC. J'en profite pour vraiment remercier et la ministre et Laurent Michel, puisque c'est une demande répétée et ancienne du syndicat des énergies renouvelables, de pouvoir reposer à plat effectivement le dispositif de soutien à la cogénération biomasse, tirer toutes les leçons d'un certain nombre de choses qui n'ont effectivement pas marché. Enfin, Crocat, je ne pense pas que grand monde en soit très très fier. Il y a des choses qu'il faut pas renouveler. Ça, c'est le plus facile, pas renouveler quelques grosses bêtises. Ce qui est plus compliqué, c'est effectivement de répondre à tous les points qu'a soulevé Laurent Michel dans son intervention. Pour ça, nous avons toute une série de propositions et donc vraiment le cerf tend la perche qui lui est tendue, plutôt prend la perche qui lui est tendue. C'est plutôt dans ce sens-là. Et bien entendu, fera des propositions pour proposer des esquisses de cahier des charges qui permettent de tenir la route et de permettre à la cogénération biomasse de prendre sa place, qui doit rester celle indiquée par Laurent Michel, à savoir une place modeste derrière clairement les installations soutenues par le fonds chaleur. Et en composant avec le fait, comme ça a été dit en table ronde ce matin, qu'il y a une complexité particulière dans vos métiers à expliquer et à informer sur ce qu'est vraiment cette filière biomasse dans toute sa diversité. On est dans des approches très hétérogènes, on est souvent dans le cas par cas, dans des problématiques territoriales différentes. Monsieur Siat, comme je l'ai proposé aux précédents intervenants, je vais vous proposer en tant qu'industriel d'abord de faire ce constat également que vous pouvez partager avec les deux premiers intervenants. Et puis, encore une fois, je vous dis, vous nous quitterez quand vous le souhaiterez. N'hésitez pas à aller un petit peu plus loin dans votre première intervention si vous le souhaitez pour gagner un peu de temps. On vous entend, il n'y a rien à toucher au niveau du micro, oui. On vous entend très bien. Bonjour, mesdames, messieurs. Philippe Siat, donc je suis le représentant de la Fédération nationale du bois et je suis scieur près de Strasbourg, scieur résineux en Alsace.
parler du bois énergie. Alors, le bois énergie est sous tension en ce moment. Et pourquoi ? Parce qu'on a fixé administrativement un niveau de production, enfin ou de consommation, et on ne l'a pas fait automatiquement en faisant cela, en coordonnant le tout. L'erreur, ça a été, à mon avis, d'avoir tout misé sur une politique de demande sans se soucier de la politique de l'offre. Il faut que l'offre et la demande se suivent et s'équilibrent. Développer la demande sans l'offre, ça amène quoi ? Un développement de l'import, et ça fragilise le bois énergie en le positionnant comme destructeur de valeur ajoutée, alors que c'est tout l'inverse que l'on recherche. J'ai entendu ce matin Madame Schwartz qui disait que l'on ne consomme, que l'on ne récolte que 50% de la biomasse qui pousse en France. Cette biomasse qui s'accroît tous les ans. C'est sûrement vrai. Il nous faut mobiliser plus. Mais nous mobilisons le maximum au coût que l'on connaît. Mobiliser plus amènerait une hausse de coûts. Donc il faut, de façon forte, travailler sur la mobilisation. Ce n'est pas parce que les arbres sont là, ils sont sur pied, ils sont en forêt, ils sont dans les massifs forestiers, ils sont ailleurs. Ils ne sont pas automatiquement dans les usines de première transformation, dans le bois énergie et tout ça. Il est partout, vous le connaissez, et il n'est pas automatiquement mobilisable pour des problèmes de temps en temps environnementaux, pour des problèmes de difficultés géographiques, d'accessibilité, par des coûts de mobilisation qui sont trop forts. Il est très important de réaliser que l'on a mis énormément de fonds, et j'entendais les deux intervenants auparavant qui disaient que le fonds chaleur a amené énormément. Mais il nous faut maintenant avoir le pendant, il nous faut avoir un fonds qui travaille sur la mobilisation, et ce fonds doit être l'équivalent. Alors, est-ce que c'est un fonds, ce que nous a annoncé Madame le ministre de l'Environnement, d'avoir doublé les fonds pour l'avenir, est-ce que ça doit être quelque chose qui est intégré à l'amont ? Est-ce qu'il nous faut créer un fonds stratégique pour l'approvisionnement dans ces périodes de disette et tout ça ? Mais réalisons bien, si nous ne travaillons pas la mobilisation, nous connaîtrons un échec très fort, puisque vous avez entendu, il y a des tensions, il y a les prix qui montent. Comment peut-on imaginer qu'on ne récolte que 50% avec des prix qui montent ? Si les prix montent, c'est qu'il y a une tension et c'est qu'il y a un manque. C'est tellement évident à dire. En ce moment, si les prix montent et il y a des difficultés d'approvisionnement, c'est qu'il y a tout simplement un manque de matière. C'est de cela qu'il faut que l'on réalise, et on doit avoir une politique d'offre. Ce n'est pas que moi qui le dis en ce moment, mais je crois que c'est important de le réaliser. Merci à ce niveau. Merci, Monsieur Siat. Alors, tournons-nous justement vers les représentants de l'offre. Globalement, Monsieur Damécourt, vous êtes déjà exprimé ce matin. Puisque la matière première semble manquer, on va rester au niveau du constat pour l'instant. Vous allez nous dire pourquoi, pour quelles raisons, les contraintes que vous-même pouvez ressentir. Est-ce que vous voulez nous faire partager là-dessus aujourd'hui, qu'on se comprenne bien et qu'on essaye d'avancer un peu, puisque tel est l'objectif de ce colloque, vers un peu plus de cohérence, un peu plus de concertation pour une meilleure efficacité à ce niveau-là. Oui, donc si je suis censé représenter la forêt privée, la forêt c'est un quart du territoire, 75% de privé, et la forêt elle a toujours produit du bois et du bois de chauffage, puisque avant le pétrole, 19e, la première des énergies ça restait quand même le bois de chauffage. Et à l'époque, j'ai pas entendu dire qu'il y avait moins de biodiversité qu'aujourd'hui. Donc le problème de la biodiversité, il suivra les gestions forestières. Il faut être attentif, mais il ne faut pas que ce soit un frein à l'exploitation de la forêt. Alors, les propriétaires forestiers, aujourd'hui, ils sont dans une situation... On parle de l'augmentation du prix du bois.
bois, il atteint aujourd'hui le prix du bois en 1980. Je vous la fais courte, mais... Et dans les années 80, il y avait un fonds forestier national qui aidait à l'investissement, et ces investissements aidaient à la production de bois d'œuvre, des vrais bois d'œuvre pour l'industrie, avec des bois qui étaient élagués, etc. Enfin voilà, ça. Je vais vous proposer de tenir votre micro un tout petit peu plus haut. Un tout petit peu plus haut, ça marche mieux comme ça. Votre main un peu plus haut, voilà. Je pense qu'il y a des petites coupures. Voilà. Donc le fonds forestier national a permis d'enrichir des parcelles qui étaient des parcelles qui servaient à faire du bois de chauffage. Dans les années 60, on ne consommait plus de bois de chauffage. Donc voilà, on a enrichi et on a produit du bois d'œuvre. Aujourd'hui, il n'y a plus de fonds forestier national. Il y a un prix du bois qui atteint le prix des années 80. Et donc le propriétaire forestier qui, dans les années 60, devait, pour retourner à un état boisé et production de bois d'œuvre, réinvestir 20% de la coupe, aujourd'hui, doit réinvestir 80% de la coupe. Donc à choisir, une partie des propriétaires se disent je préfère ne pas couper. Donc ça, c'est un des freins qu'il faut qu'on arrive à déverrouiller. Pour ça, il faut arriver à recréer quelque chose qui ressemble au Fonds forestier national pour réaider à l'investissement forestier. Sinon, ce qui va se passer, c'est que petit à petit, les gens vont couper quand même, parce qu'il y a le bois énergie qui renaît et il y a de la demande. Donc quand il y a de la demande quelque part, ça bouge forcément. Et il n'y aura pas forcément de sylviculture appropriée derrière, malgré tout. On retournera à l'état boisé parce que la nature a horreur des vides. Et donc, dans 40 ans, moi, j'ai très peur qu'il n'y ait plus de bois d'œuvre pour les industries. Donc, il faut absolument qu'on arrive. L'urgence, c'est le tort des propriétaires forestiers, c'est de ne pas avoir assez réagi, à mon avis, il y a 10 ans, à la disparition du Fonds forestier national. Voilà ce que je voulais dire en entrée. Et après, quand j'entends parler de conflit d'usage, je ne connais pas beaucoup d'autres filières dans lesquelles on parle de conflit d'usage. Pour moi, l'usage, c'est le marché. Et donc, voilà, il faut qu'on arrive à organiser tout ça et qu'on soit tous autour de la table et qu'on se pose les vraies questions. C'est ce qu'on fait dans le cadre du fonds stratégique. Et j'espère qu'on va arriver à quelque chose qui nous permette d'avancer tous ensemble. Le marché, certes, mais si vous permettez, comme vous l'avez rappelé vous-même, on est sur des cycles très, très longs avec justement un besoin de visibilité pour tout le monde, pour tous les acteurs, pour tous les utilisateurs de bois, quels qu'ils soient. C'est vrai, mais là, on entend parler ce matin du doublement du fonds chaleur. Qu'est-ce qu'il y a pour la mobilisation ? Je crois qu'il n'y a rien. Merci pour ces premiers messages. Benoît Fraud, je vais vous poser la même question, toujours en essayant de nous concentrer au niveau du constat, non pas en réponse aux questions posées par les utilisateurs de bois, puisque vous les fréquentez au quotidien et vous communiquez bien évidemment régulièrement. Mais je vous parlais de point d'étape tout à l'heure. Voilà, si on pouvait faire un point d'étape par rapport à des réflexions identiques dans les années qui précèdent, où en est-on aujourd'hui ? Comment les choses avancent-elles ? Progressent-elles ou régressent-elles ? Je pense qu'il faut effectivement revenir quelques années en arrière. Il y a 5 ou 6 ans, il y avait du bois disponible sur le marché. Le bois énergie s'est développé sur ce constat-là. Et le constat qui est fait aujourd'hui par les propriétaires forestiers et les gestionnaires, en tout cas côté forêt publique, mes actionnaires que sont l'ONF et la Fédération nationale des communes forestières, ont bien compris aujourd'hui l'intérêt du bois énergie, à la fois pour valoriser des sous-produits de l'exploitation forestière qui étaient difficilement valorisés il y a quelques années, mais aussi pour entraîner, je dirais, une sylviculture plus dynamique en valorisant des produits au stade des jeunes peuplements, et notamment jeunes peuplements feuillus, de manière à préparer la forêt qui sera la forêt de demain, qui doit répondre aux attentes de la filière, s'adapter au réchauffement climatique, etc. Donc on a à la fois un vrai enjeu, mais aussi un vrai intérêt pour des propriétaires forestiers pour développer le bois énergie. On peut se focaliser aujourd'hui sur les difficultés d'approvisionnement qu'ont connues certains industriels ou certains opérateurs cet hiver. Il faut bien faire la distinction entre ce qui est de l'ordre de la ressource bois, ce qui est de l'ordre de la mobilisation et ce qui est plus conjoncturel et lié aux difficultés de mobilisation qu'on a connues depuis quelques mois maintenant, voire quelques années, avec ces 2 hivers successifs qui ont été particulièrement pluvieux et qui ont entraîné des difficultés d'accès et de mobilisation pour les intervenants de la filière. Même dans le cadre de contrats d'approvisionnement qui étaient bien formalisés, on va dire, là on est sur une problématique climatique qui vient, si je puis dire, en rajouter une couche. Qui en a rajouté, qui a rajouté à la tension et à la demande forte en produits bois ces derniers mois. Je pense qu'il faut
quand même faire le constat aujourd'hui que la filière bois énergie, en l'espace de 3 ou 4 ans, a énormément progressé. Pour moi, c'est une filière qui aujourd'hui est moderne à plus d'un titre. Je pense que dans la filière bois, c'est sans doute une des filières les plus mécanisées. On n'avait quasiment pas vu de mécanisation en forêt feuillue en France. Et là, depuis quelques années, on a une explosion de la production de bois énergie à partir d'engins mécanisés. C'est une filière aussi qui a su développer des outils d'optimisation logistique. Je crois que les propriétaires, producteurs forestiers, que ce soit au niveau d'ONF Énergie, que ce soit nos partenaires des coopératives forestières, on a développé des outils logistiques pour optimiser les flux directs entre la forêt et le consommateur. À ce niveau-là, d'ailleurs, la réponse à des difficultés ponctuelles climatiques n'est pas uniquement le stockage, et en tout cas le stockage en dehors de la forêt. On a, nous, à apporter aussi des réponses, et on recherche plutôt des réponses de stockage de nos bois en forêt, hein, pour éviter justement l'addition des coûts supplémentaires dans la chaîne d'approvisionnement. Il y a eu aussi en dehors du développement technique qu'on voit aller assez vite sur l'exploitation forestière. En clair, les outils qui nous viennent souvent de constructeurs étrangers s'adaptent à la spécificité de la forêt française, notamment de la forêt feuillue. On a aussi aujourd'hui des tests assez prometteurs sur des nouveaux moyens de débardage. On a aussi des moyens de transport qui s'adaptent. On a, nous, travaillé avec une coopérative Forêt-Bois de l'Est et un transporteur qui s'appelle les Transports Maufrais et un constructeur de bennes, les bennes Legras, sur des ensembles routiers spécifiques à l'accès forestier. Et on a aussi travaillé sur des systèmes d'optimisation logistique, de géoréférencement de nos stocks en forêt, afin d'optimiser toute la chaîne de production. Je veux dire qu'en l'espace de quelques années, il y a eu une mobilisation au niveau des producteurs qui fait qu'on est quand même, à mon avis, même s'il y a eu des défaillances, on est à mon avis un certain nombre à avoir répondu présent, à avoir livré nos clients, y compris sur les derniers hivers, et à avoir montré qu'une organisation des producteurs était possible et qu'on était capable assez vite de répondre aux besoins de la filière et du marché. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Oui, il y a encore énormément de progrès à avoir sur la mobilisation. On est conscient qu'il y a une forte demande et que l'offre a besoin de se structurer. Je suis tout à fait d'accord avec M. Siat sur le fait qu'il faut absolument aujourd'hui appuyer l'offre. Je voulais juste mettre l'accent sur le fait qu'il y a déjà des choses qui sont en route et les producteurs s'organisent. À nous rappeler à cette occasion, et c'est bien le lieu et le moment de le faire, qu'au-delà de la photographie qu'on peut faire à l'instant T de la tension qui persiste, vous nous rappelez concrètement que les choses continuent d'avancer, notamment en termes de productivité, de rationalisation de l'exploitation de la forêt, etc., que les professionnels continuent d'avancer. Donc ça va plutôt dans le bon sens de ce point de vue-là, et cela laisse préjuger, envisager des conditions meilleures, parce que ce travail se fait pour l'instant. Donc, on va demander éventuellement à M. Viéban de nous le confirmer ou de nous l'infirmer avec une autre illustration. Vous dirigez, Stéphane Viéban, la plus grande coopérative forestière aujourd'hui en France, sur des massifs d'ailleurs assez variés, assez différents de par leurs caractéristiques. Même question quant au constat par rapport à ce que vous venez d'entendre jusqu'à présent. Quel constat pouvez-vous faire avec le recul que vous avez vous-même en tant que fournisseur de bois en général et de bois énergie en particulier sur les choses telles qu'elles avancent ou pas? Oui, bonjour à tous. En deux, trois mots, donc présenter Alliance. Donc Alliance Forêt-Bois, c'est une coopérative dans le grand sud-ouest de la France. Donc c'était une entreprise coopérative avec un statut particulier. Plus de 40 000 adhérents, donc adhérents à la coopérative. Et donc pour une mobilisation de l'ordre de 3 millions de mètres cubes qu'on a réalisé en 2013, dont une partie aujourd'hui de plus en plus importante sur la partie bois énergie, puisque aujourd'hui on voit cette part-là augmenter sous toutes ses formes, qu'elle soit bois de chauffage, bois énergie sous forme de plaquettes, et avec aussi des développements de nouvelles ressources. C'est aussi un point qu'on pourra évoquer tout à l'heure, c'est qu'on a pu mettre
en place avec un certain nombre de partenaires industriels des nouveaux gisements qui n'étaient pas aujourd'hui utilisés par la filière. Et c'est ça aussi, je pense, un des points auquel je reviendrai plus tard. Volontiers. Moi, je pense qu'on ne peut pas parler de mobilisation si on n'intègre pas un grand projet de développement de la sylviculture. Moi, le mot sylviculture n'a jamais, je pense, ou pratiquement pas été prononcé jusqu'à maintenant. On ne peut pas demander à un propriétaire forestier de mobiliser pour mobiliser. Il faut l'intégrer dans un modèle plus large de gestion forestière et de sylviculture. Nous, on a 3 métiers à la coopérative. On a un métier de conseil, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un propriétaire. On est auprès de nos sylviculteurs adhérents pour en fonction de leurs compétences, en fonction de leurs demandes, pour leur dire un peu ce qu'il faut qu'ils fassent dans leur forêt, les investissements, les récoltes qu'ils doivent. Donc ça, c'est réalisé chez eux. Donc ça, c'est un premier métier. Y compris dans les choix d'essence, etc. Absolument, en fonction de leur destination. Tout à fait, dans les dessertes. Quelles sont les perspectives, donc ce qu'on appelle, parce qu'il n'y a pas que des forestiers ici, je pense, des plans simples de gestion, des plans de gestion. On va programmer avec le propriétaire ce qu'il va réaliser dans les 10-15 ans qui viennent. C'est un élément fondamental dans la gestion forestière. C'est cette prévision. Et donc, on a aujourd'hui des moyens pour annoncer les récoltes à venir dans les années qui viennent. Deuxième métier qui est extrêmement important, ce sont les travaux sylvicoles. Alliance, aujourd'hui, on replante plus de 18 000 hectares par an. On est de loin le premier reboiseur de France. Alliance plante un plant toutes les 2 secondes. Toutes les 2 secondes, on met en place. C'est une image, mais ça marque les esprits. C'est hyper important. Nous avons nous-mêmes nos propres moyens de production. On produit 25 millions de plants par an. Et on ne peut pas parler de mobilisation sans parler de reconstitution de la forêt. Et puis, troisième élément aussi important, c'est effectivement la partie exploitation forestière. Mais moi, je mets bien la partie exploitation forestière récolte dans ce cercle vertueux. Et je le regrette aujourd'hui, on n'en parle pas assez. Il faut que nos amis industriels, alors je ne dis pas s'impliquent, mais s'intéressent à notre métier et regardent, et ça fera partie de mes propositions, regardent comment on peut contribuer à ce développement général de la filière avec comme conséquence importante pour certains, voire des fois, je pourrais dire, pas plus importante que la partie plantation, par exemple, pour certains sylviculteurs. Il est aussi important de récolter que de planter pour certains sylviculteurs, donc ça faut aussi bien. Et puis, il y a des sylviculteurs. Il n'y a pas un seul propriétaire qui est identique. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête. Et nos organisations au sein des coopératives, nous sommes agréés organisations de producteurs. Ça veut bien dire que nous devons organiser cette production et pour ensuite permettre aux industriels de la valoriser. Et notre premier métier dans la partie exploitation forestière, c'est le tri du bois. Donc là, on est bien d'accord avec ça. On trie le bois, partie bois d'œuvre, partie bois d'industrie, partie bois énergie. Alors la proportion est différente en fonction de la qualité, en fonction de l'âge des peuplements, mais ça aussi, on trie le bois. Parce que la seule façon de valoriser et de donner du sens économique à la spéculation forestière, c'est bien de trier et de donner la quintessence de cette partie-là. Alors, si vous permettez, sans vous ennuyer chercher à vous ennuyer sur ce point particulier, mais je citais tout à l'heure, je disais que vous interveniez sur des massifs très différents, très variés. Historiquement, parmi ceux-là figure le massif des Landes. Alors, quand vous parlez sylviculture, je pense que tout le monde peut comprendre ce que ça signifie pour les Landes en particulier. Est-ce que ce que vous préconisez, ce que vous rappelez ici, est valable pour d'autres massifs, y compris dans la forêt plus ancienne et des massifs fondamentalement différents de la forêt de résineux des Landes ? Oui, mais même en dehors des Landes, si on regarde un peu ce qui s'est passé dans les Landes ces derniers 50 ans, il y a 50 ans, le massif landais était fabriqué, je dirais, pour produire de la résine. C'était comme ça. Et la sylviculture était adaptée à ça. Il y a eu des évolutions. L'industrie papetière est arrivée, l'industrie du sciage est arrivée. On a fait évoluer nos productions. On a mis de l'argent dans la sylviculture, on a mis de l'argent dans la génétique. Aujourd'hui, on a de l'amélioration importante du matériel végétal. La sylviculture du pain maritime, il y a 50 ans, c'était couper des arbres à 60 ans. Aujourd'hui, on est à 35 ans, parce qu'on arrive à faire pousser plus vite les arbres. Voilà, alors, et ça, c'est pas si vieux que ça à l'échelle forestière. Et il y a eu des vrais progrès, et à la fois en termes de génétique, à la fois en termes d'exploitation, de matériel, on en parlait. C'est pas si vieux. Il y a 15 ans, la mécanisation forestière dans les Landes, c'était le début. Aujourd'hui, 90%, pour pas dire plus, est mécanisé. Donc on regarde aussi. C'est intéressant de regarder de temps en temps, pas souvent, un peu dans le rétroviseur, pour voir un peu le chemin qu'on a parcouru et regarder qu'est-ce qui s'est passé. Donc ce qui est vrai, encore une fois, si on arrive à cette optimisation
concentration de la production dans les Landes. Moi, je crois beaucoup à d'autres massifs forestiers, en particulier celui du Massif central. On a des essences magiques, comme le Douglas, par exemple, où on arrive à faire des productions de bois qui sont extrêmement importantes. Et du coup, c'est créé toute une filière de transformation du bois d'œuvre qui va générer du bois d'industrie, qui va générer du bois énergie par derrière. Et grâce effectivement à ce qui s'est passé dans les années 60, c'est le FFN. Et quand on plante, il ne faut pas que vous pensiez que planter, ah ouais, mais de quoi il parle? Nous, on a besoin de bois maintenant, et planter, c'est pour dans 40 ans. Non, parce que quand on va planter, aujourd'hui, on ne pense pas à étendre la forêt. Puisqu'il y a déjà des surfaces suffisantes. On va planter derrière de la forêt existante. La forêt existante qui est plus ou moins belle, qui est plus ou moins productive. Eh bien, rien que le fait, si on avait les moyens de planter, ce qu'on n'a pas aujourd'hui, eh bien, on récolterait du bois tout de suite pour planter la forêt. Ce qui a été le cas dans les forêts du Morvan ou dans d'autres forêts, dans la forêt de Massif central, on a beaucoup planté aussi derrière des taillis qui poussaient plus ou moins bien, etc. Donc on a pu faire bénéficier aux industries de bois tout en préparant l'avenir. Et aujourd'hui, on récolte effectivement le travail qui a été fait par le FFN dans les années 60. Mais c'est extrêmement vertueux. Et ça fonctionne, ça marche. On l'a démontré. Il faut continuer. Aujourd'hui, on a une rupture. Depuis 10-15 ans, on ne plante plus. Et effectivement, ça participe à cette... On le paye aujourd'hui, quelque part. On le paye un peu aujourd'hui, on le payera encore plus demain. C'est une catastrophe de plus planter, parce qu'il y a une rupture. Donc, c'est positif. Allons-y, motivons les propriétaires pour qu'ils investissent dans la forêt. Et ça, c'est un élément fondamental pour les solutions de demain. Alors, on a bien compris que nous sommes sur des cycles au minimum à moyen terme, mais quand je vous entends aussi enthousiaste, quand on voit la demande qui existe d'un côté et les actions et l'ambition que vous avez pour participer à une offre construite, rationnelle comme vous êtes, qu'est-ce qui manque pour arriver rapidement à un point d'équilibre qui est attendu par tous? Alors, encore une fois, ce n'est pas que du moyen terme, c'est du court terme, je le répète, parce que si on fait de la gestion, on va couper maintenant. On va couper on ne va pas couper des volumes extraordinaires par hectare, mais vu la surface, ça va participer à ça. Mais il faut gérer la forêt. Pour gérer la forêt, il faut la connaître. D'où notre demande depuis des années de développer ce qu'on appelle les documents de gestion durable. Les plans simples de gestion, les RTG, les règlements types de gestion, qui permettent d'élaborer avec le propriétaire un programme de coupe et travaux. C'est-à-dire, qu'est-ce que le propriétaire va faire dans les 10-15 ans dans sa forêt. Si un propriétaire ne sait pas ce qu'il a dans sa forêt, eh bien, il ne pourra pas prévoir des coupes. C'est la partie évidente. Deuxième élément, il faut pouvoir y accéder. Donc, il faut créer des équipements. Il y a quelques 15 ou 20 ans, ce qu'on appelait le PCMB, le programme coordonné de mobilisation du bois. Ça dira quelque chose aux initiés. Voilà. Aujourd'hui, on gère la misère au niveau des crédits d'équipement des forêts. On a plus de projets que d'argent disponible. Moi, je vois dans des régions, il faut aujourd'hui créer des pistes, il faut améliorer, parce qu'on ne va pas en forêt, on ne va plus en forêt comme on y allait. Donc là-dessus, les sylviculteurs ont des projets, on manque de financement. Et puis, j'y reviendrai souvent aussi, c'est aussi, on parlait du fonds stratégique, on en parlait tout à l'heure, il faut redonner des moyens, des nouveaux outils pour aider au reboisement. Je rappelle juste une façon d'aider qui a été extrêmement efficace, je trouve, du FFN, c'était ce qu'on appelait le contrat, les contrats FFN. C'était quoi le contrat FFN? C'était d'ailleurs, pas seulement l'État, puisque c'était une taxe parafiscale, c'était la filière se finançait, aidait le propriétaire à planter, et le propriétaire remboursait l'aide au moment des premières ou deuxièmes éclaircies. C'est-à-dire qu'en fait, c'était une sorte d'avance remboursable de l'époque. Et au final, ça a fonctionné et ça a permis de faire tourner la filière. C'est quelque chose qui, aujourd'hui, nous, on demande à ce que ça soit effectivement remis à l'ordre du jour. Merci, M. Viéban, pour ces premières suggestions. Je viens de passer le micro à M. Siat parce que je suis attentif au fait de vous redonner la parole avant que vous nous quittiez tout à l'heure. Je vous laisse réagir à ce que vous avez entendu, puisque vous avez fait part d'un certain nombre d'aspirations, pour ne pas dire de doléances par rapport à l'offre. Est-ce que ce que vous entendez vous paraît aller dans le bon sens? Et si oui, sur quoi voulez-vous revenir qui vous paraissent particulièrement de bon sens, justement, en termes d'initiatives à prendre? Il y a eu de très bonnes interventions. Il y en a où je suis un peu moins d'accord. Quand on dit que la politique que l'on a initiée est la bonne, et que je suis obligé de dire que
la production forestière en ce moment stagne, voire même baisse sur certaines essences. Ce n'est pas un bon signe de gestion. L'exportation de grumes explose. Il y a plus de 7,5 millions de mètres cubes qui partent d'Europe vers tout le continent. Et c'est de la matière première où la biomasse part avec, la valeur ajoutée, j'en parle pas. Et ce que je constate, c'est que ce constat, combien de rapports ont été faits sur cette situation ? 10, 15, 20 ? Je pense qu'il faut arrêter de discuter, il faut agir. Je crois que c'est vraiment un cri d'alarme lorsque j'entends M. Viban qui dit oui, il faut replanter. Est-ce que vous connaissez les chiffres ? Je parle du sapin épicéa ou même non. Globalement, on plante 65 millions de plants en France en ce moment. Sur les 65, la grosse majorité, c'est du pin maritime. Il en reste 25 millions en sapin épicéa. Savez-vous combien en plante l'Allemagne ? Combien en plante la Suède ? Combien en plante la Pologne ? L'Allemagne en plante 300 millions, la Suède 330, la Pologne 1 milliard. Tout pays qui a une politique de filière bois a toujours travaillé à prélever, à faire attention au renouvellement de la ressource, que ce soit la Nouvelle-Zélande, que vous connaissez comme, que ce soit même les États-Unis, que ce soit nos pays scandinaves, il faut aider, parce qu'un plan, c'est plusieurs générations. On est là en train de gérer le quotidien, la fin du mois, l'année prochaine et peut-être un peu plus loin. Il nous faut absolument voir loin dans tout ce qui est le renouvellement de cette ressource dont on travaille en ce moment. Et en ce moment, depuis 20 ans, j'entendais, c'est vraiment vrai, nous ne replantons plus. Et je crois que c'est un très gros échec. Alors, je ne vais pas rappeler tout ce qu'a dit M. Viban, c'est vrai. Il faut y aller, il faut arrêter de faire des rapports, il faut maintenant que l'on aille et qu'on tranche et qu'on agisse. Je crois que c'est très, très important. Merci, M. Siat. Je reviens vers... Vous avez plusieurs micros, hein, monsieur Damécourt. N'hésitez pas à me faire signe aussi si vous voulez interagir entre vous. Hein. Je suis là pour... Voilà, monsieur Turbet voudrait réagir, donc on va lui laisser la parole un instant. Effectivement, dans ce que vous avez entendu, mais je vous laisse construire votre message comme vous l'entendez, monsieur Turbet. Mais effectivement, dans ce que vous avez entendu de la part de l'offre, qu'est-ce qui va pour vous rassurer et qu'est-ce qui pourrait encore vous inquiéter pour la suite ? Non, à ce stade, c'est plutôt une question que je voudrais poser à M. Charmasson. À M. Charmasson. Oui, parce que finalement, là, bon, il y a sur un certain nombre de sujets sur lesquels, moi, très franchement, je ne suis pas un expert capable d'exprimer un avis très intelligent, même si on essaie de se soigner. Cyril Le Picard nous y aide beaucoup dans les travaux que nous faisons au sein de FBE. C'est l'occasion de souligner que nous avons cet espace de rencontre entre l'amont et l'aval, pour faire simple, qui est quand même assez sensationnel et qui nous permet justement de nous comprendre, d'essayer de nous expliquer sur un certain nombre de sujets. Mais là, ce qui me frappe, c'est qu'il y a un certain nombre de commentaires qui sont faits sur des actions très concrètes qui pourraient être engagées, qui sont souvent... parcouru et regarder qu'est-ce qui s'est passé. Donc ce qui est vrai, encore une fois, si on arrive à cette optimisation de la production dans les Landes, moi je crois beaucoup à d'autres massifs forestiers, en particulier celui du Massif central. On a des essences magiques, comme le Douglas par exemple, hein, où on arrive à faire des productions de bois qui sont extrêmement importantes. Et du coup, c'est créer toute une filière de transformation du bois d'œuvre qui va générer du bois d'industrie, qui va générer du bois énergie par derrière. Et grâce effectivement à ce qui s'est passé dans les années 60, hein, c'est le FFN. Et quand on plante, il ne faut pas que vous pensiez que planter, ah ouais, mais de quoi il parle, nous, on a besoin de bois maintenant, et planter, c'est pour dans 40 ans. Non, parce que quand on va planter, aujourd'hui, on ne pense pas à étendre la forêt. Hein, puisqu'il y a déjà des surfaces suffisantes. On va planter derrière de la forêt existante. La forêt existante qui est plus ou moins belle, qui est plus ou moins productive. Eh bien, rien que le fait, si on avait les moyens de planter, ce qu'on n'a pas aujourd'hui, eh bien, on récolterait du bois tout de suite pour planter la forêt. Ce qui a été le cas
dans les forêts du Morvan ou dans d'autres forêts, dans la forêt de Massif Central, on a beaucoup planté aussi derrière des taillis qui poussaient plus ou moins bien, etc. Donc on a pu faire bénéficier aux industries de bois tout en préparant l'avenir. Et aujourd'hui, on récolte effectivement le travail qui a été fait par le FFN dans les années 60. Mais c'est extrêmement vertueux. Et ça fonctionne, ça marche. On l'a démontré. Il faut continuer. Aujourd'hui, on a une rupture. Depuis 10-15 ans, on ne plante plus. Et effectivement, ça participe à cette... On le paye aujourd'hui, quelque part. On le paye un peu aujourd'hui, on le payera encore plus demain. C'est une catastrophe de ne plus planter, parce qu'il y a une rupture. Donc, c'est positif. Allons-y, motivons les propriétaires pour qu'ils investissent dans la forêt. Et ça, c'est un élément fondamental pour les solutions de demain. Alors, on a bien compris que nous sommes sur des cycles au minimum à moyen terme, mais quand je vous entends aussi enthousiaste, quand on voit la demande qui existe d'un côté et les actions et l'ambition que vous avez pour participer à une offre construite, rationnelle comme vous êtes, qu'est-ce qui manque pour arriver rapidement à un point d'équilibre qui est attendu par tous? Alors, encore une fois, ce n'est pas que du moyen terme, c'est du court terme, je le répète, parce que si on fait de la gestion, on va couper maintenant. On va couper alors, on ne va pas couper des volumes extraordinaires par hectare, mais vu la surface, ça va participer à ça. Mais il faut gérer la forêt. Pour gérer la forêt, il faut la connaître. D'où notre demande depuis des années de développer ce qu'on appelle les documents de gestion durable. Les plans simples de gestion, les RTG, les règlements types de gestion, qui permettent d'élaborer avec le propriétaire un programme de coupe et travaux. C'est-à-dire, qu'est-ce que le propriétaire va faire dans les 10-15 ans dans sa forêt. Si un propriétaire ne sait pas ce qu'il a dans sa forêt, eh bien, il ne pourra pas prévoir des coupes. C'est la partie évidente. Deuxième élément, il faut pouvoir y accéder. Donc, il faut créer des équipements. Il y a quelques 15 ou 20 ans, ce qu'on appelait le PCMB, le programme coordonné de mobilisation du bois. C'est-à-dire quelque chose aux initiés. Voilà. Aujourd'hui, on gère la misère au niveau des crédits d'équipement des forêts. On a plus de projets que d'argent disponible. Moi, je vois dans des régions, il faut aujourd'hui créer des pistes, il faut améliorer, parce qu'on ne va pas en forêt, on ne va plus en forêt comme on y allait. Donc là-dessus, les sylviculteurs ont des projets, on manque de financement. Et puis, j'y reviendrai souvent aussi, c'est aussi, le fonds, on parlait du fonds stratégique, on en parlait tout à l'heure, il faut redonner des moyens, des nouveaux outils pour aider au reboisement. Je rappelle juste une façon d'aider qui a été extrêmement efficace, je trouve, du FFN, c'était ce qu'on appelait le contrat, les contrats FFN. C'était quoi le contrat FFN? C'était d'ailleurs, pas seulement l'État, puisque c'était une taxe parafiscale, c'était la filière se finançait, aidait le propriétaire à planter, et le propriétaire remboursait l'aide au moment des premières ou deuxièmes éclaircies. C'est-à-dire qu'en fait, c'était une sorte d'avance remboursable de l'époque. Et au final, ça a fonctionné et ça a permis de faire tourner la filière. C'est quelque chose qui, aujourd'hui, nous, on demande à ce que ça soit effectivement remis à l'ordre du jour. Merci, M. Viéban, pour ces premières suggestions. Je viens de passer le micro à M. Siat parce que je suis attentif au fait de vous redonner la parole avant que vous nous quittiez tout à l'heure. Je vous laisse réagir à ce que vous avez entendu puisque vous avez fait part d'un certain nombre d'aspirations, pour ne pas dire de doléances par rapport à l'offre. Est-ce que ce que vous entendez vous paraît aller dans le bon sens? Et si oui, sur quoi voulez-vous revenir qui vous paraissent particulièrement de bon sens, justement, en termes d'initiatives à prendre? Il y a eu de très bonnes interventions. Il y en a où je suis un peu moins d'accord. Quand on dit que la politique que l'on a initiée est la bonne, et que je suis obligé de dire que la production forestière en ce moment stagne, voire même baisse sur certaines essences. Ce n'est pas un bon signe de gestion. L'exportation de grumes explose. Il y a plus de 7,5 millions de mètres cubes qui partent d'Europe vers tout le continent. Et c'est de la matière première où la biomasse part avec, la valeur ajoutée, j'en parle pas. Et ce que je constate, c'est que ce constat, combien de rapports ont été faits sur cette situation? 10, 15, 20? Je pense qu'il faut arrêter de discuter, il faut agir. Je crois que c'est vraiment un cri d'alarme lorsque j'entends M. Viban qui dit oui, il faut replanter. Est-ce que vous connaissez les chiffres? Je parle du sapin épicéa ou même non. Globalement,
On plante 65 millions de plants en France en ce moment. Sous les 65, la grosse majorité, c'est du pin maritime. Il en reste 25 millions en sapin épicéa. Savez-vous combien en plante l'Allemagne? Combien en plante la Suède? Combien en plante la Pologne? L'Allemagne en plante 300 millions, la Suède 330, la Pologne 1 milliard. Tout pays qui a une politique de filière bois a toujours travaillé à prélever, à faire attention au renouvellement de la ressource, que ce soit la Nouvelle-Zélande, que vous connaissez comme, que ce soit même les États-Unis, que ce soit nos pays scandinaves, il faut aider, parce qu'un plan, c'est plusieurs générations. On est là en train de gérer le quotidien, la fin du mois, l'année prochaine et peut-être un peu plus loin. Il nous faut absolument voir loin dans tout ce qui est le renouvellement de cette ressource dont on travaille en ce moment. Et en ce moment, depuis 20 ans, j'entendais, c'est vraiment vrai, nous ne replantons plus. Et je crois que c'est un très gros échec. Alors, je ne vais pas rappeler tout ce qu'a dit M. Viban, c'est vrai. Il faut y aller, il faut arrêter de faire des rapports, il faut maintenant que l'on aille et qu'on tranche et qu'on agisse. Je crois que c'est très, très important. Merci, M. Siat. Je reviens vers... Vous avez plusieurs micros, hein, Monsieur Damécourt. N'hésitez pas à me faire signe aussi si vous voulez interagir entre vous. Hein. Je suis là pour... voilà, Monsieur Turbet voudrait réagir, donc on va lui laisser la parole un instant. Effectivement, dans ce que vous avez entendu, mais je vous laisse construire votre message comme vous l'entendez, Monsieur Turbet. Mais effectivement, dans ce que vous avez entendu de la part de l'offre, qu'est-ce qui va pour vous rassurer et qu'est-ce qui pourrait encore vous inquiéter pour la suite? Non, à ce stade, c'est plutôt une question que je voudrais poser à M. Charmasson. À M. Charmasson. Oui, parce que finalement, là, bon, il y a sur un certain nombre de sujets sur lesquels, moi, très franchement, je ne suis pas un expert capable d'exprimer un avis très intelligent, même si on essaie de se soigner. Cyril Le Picard nous y aide beaucoup dans les travaux que nous faisons au sein de FBE. C'est l'occasion de souligner que nous avons cet espace de rencontre entre l'amont et l'aval, pour faire simple, qui est quand même assez sensationnel et qui nous permet justement de nous comprendre et d'essayer de nous expliquer sur un certain nombre de sujets. Mais là, ce qui me frappe, c'est qu'il y a un certain nombre de commentaires qui sont faits sur des actions très concrètes qui pourraient être engagées, qui sont souvent d'ailleurs des choses qui ont été dites et écrites dans un certain nombre de rapports. Il y a eu le comité stratégique de filière qui a été organisé. Donc ma question, c'est est-ce que dans ce qui est aujourd'hui sur la table d'un certain nombre de décisions à venir, avec un pouvoir politique dont j'ai compris qu'il était décidé à faire quelque chose, est-ce qu'on retrouve finalement dans les recommandations du comité stratégique de filière les bonnes options et les bonnes priorités pour que les différents goulots d'étranglement ou les différents points de blocage qui ont été soulignés, à la fois les propriétaires qui ne sont peut-être pas suffisamment incités à exploiter et à planter, les scieurs qui voient des grumes partir à l'autre bout du monde à l'état brut, alors que jusqu'à présent elles étaient sciées, débitées en France et que ça, au passage, que ça donnait de la matière pour nos chaufferies à nous. Est-ce qu'aujourd'hui on retrouve bien dans un peu la lettre au Père Noël des décisions attendues du pouvoir politique, la bonne liste de décisions à prendre? Et est-ce qu'on est complètement raccord par rapport à ça? M. Charmasson. Merci. Oui, globalement, de toute façon, vraiment l'intérêt du Conseil stratégique de filière, c'est que pour la première fois, l'amont et l'aval ont travaillé ensemble et de plus avec les 4 ministères. Et c'est la première fois que ça arrive, hein. Jamais c'était arrivé. D'abord aussi, l'originalité, c'est qu'on est parti aussi du marché. C'est toujours aussi, hein, c'est le propre des conseils stratégiques de filière. Donc, je pense qu'on... d'abord, ça a été la possibilité vraiment d'expression forte et surtout d'écoute. Moi, je pense que des gens comme
comme le président Siat, on fait des efforts d'écoute importants au sein du GT6 et du GT7, c'est-à-dire l'approvisionnement et la gestion, la transition énergétique, qui étaient des sujets particulièrement sensibles pour l'amont, l'aval et l'énergie. Donc je pense que déjà cette qualité d'écoute est un élément important pour qu'on trouve ensemble, déjà entre professionnels, des propositions, déjà on concilie déjà entre nous, avant déjà aussi, après, de se retourner aussi vers les ministères. Alors moi, personnellement, par rapport à ce que j'ai entendu là, je me permets d'insister sur 2 points. Bien entendu que moi, le cri d'alarme que vous faites, je le fais avec vous, et encore plus fort que vous, parce que nous sommes là, quand même, au cœur d'une crise profonde. Le bâtiment, qui est le premier marché de la forêt française, vient de chuter de 30%. On est passé de 425 000 logements à peut-être on fera 300 000 cette année. C'est 30% en moins. Or, c'est le premier marché de la forêt française. Quand le bâtiment va repartir, quand l'ameublement va repartir, quand vous, tout le monde dit ici autour de la table, que ce soit l'énergie, que ce soit l'industrie du panneau, que ce soit l'ameublement, la construction, tout le monde souffre actuellement et des tensions sont très fortes, qu'est-ce que ça va être demain ? Donc je partage avec vous cette inquiétude, je dirais même plus que vous, je suis vraiment très inquiet. Alors, à court terme, on n'a pas trop de solutions. Si ce n'est la principale solution qu'on a soulevée, c'est les déchets, c'est l'utilisation des déchets, à condition là, avec l'État, qu'on fasse les efforts nécessaires pour modifier et permettre aux Français de faire ce que font nos collègues européens pour l'utilisation des déchets de classe B et de classe C et de monter une filière de transformation de ces déchets sur notre sol, de manière, premièrement, à bien utiliser ces déchets, ne pas les laisser partir ailleurs, faire de la valeur ajoutée chez nous et mieux utiliser notre ressource. À court terme, je pense, au sein du CSF, à très court terme, c'est malheureusement la bonne solution. Après, c'est de voir au niveau des cellules biomasse, je l'ai souligné tout à l'heure, c'est au niveau des cellules biomasse, c'est que si on met bien, comme autour du CSF, si on met bien l'ensemble des professionnels, c'est-à-dire aussi bien la demande que l'offre, par bassin et par grand bassin, peut-être on se parlera un peu mieux et on essaiera de mieux utiliser aussi bien nos besoins réciproques et l'offre qui peut être là, que ce soit avec les propriétaires forestiers, les communes forestières et autres. Voilà. Donc, on insiste beaucoup pour que ces cellules biomasse, ou qu'elles soient appelées autrement, peut-être, ça serait peut-être l'occasion de les appeler peut-être aussi autrement, pour renouveler et qu'autour de la table, le préfet rassemble non seulement l'administration, l'ADEME, mais les professionnels qui ont leur mot à dire. Voilà. Donc, je vous en prie. Non, mais je veux dire que, voilà, je dirais, moi les points importants, c'est ceci, en réponse. Merci, Monsieur Charmasson. Quand je me permets de surveiller la montre, c'est surtout et avant tout, au-delà de rappeler à Monsieur Siat qu'il a effectivement un rendez-vous, donc effectivement, c'était le moment, je crois, pour vous de nous quitter. Merci de votre présence, Monsieur Siat. On vous applaudit encore pour vous remercier de votre présence. Je passe la parole tout de suite à Monsieur de Montlivaud qui a levé la main. Alors, simplement, je faisais signe à Monsieur Damécourt tout à l'heure, à qui je proposerais de réagir de nouveau, parce que quand je vous entends, au-delà du fait que vous témoignez, comme vous le faites, de la réalité de votre écoute réciproque, effectivement, quand on entend des chiffres comme bâtiment, moins 30%, première destination du bois français, Monsieur Damécourt qui dit tout à l'heure, c'est aujourd'hui 80% qu'il faut de la coupe qu'il faut réinvestir, on est quand même dans une équation économique qui est extrêmement compliqué. J'allais dire, on est loin de la coupe aux lèvres par rapport aux objectifs. Alors voyons quand même effectivement par quel biais on peut infléchir les choses. C'est ce que je vous propose d'échanger encore quelques minutes avant de nous tourner vers la salle. Monsieur de Montlivaud. Oui, je voulais compléter sur le type de solution pour essayer de faire progresser nos activités communes. Je pense qu'il y a des solutions nationales et des solutions locales. Et dans les solutions nationales, je voulais en citer une, alors qu'on a parfois du mal à citer en tribune, surtout quand M. Damécourt va parler juste après moi, mais pour dire les choses très clairement, c'est celle de la fiscalité. Le fait que le comité stratégique de filière ait osé dire ce gros mot sur la fiscalité forestière, que peut-on bouger, moduler
pour trouver, grâce à un certain nombre de prises de position courageuses, que je salue. Mais néanmoins, je pense qu'il faut aussi reconnaître vraiment ça. On a une phase de cristallisation où là, une filière mature dit bah oui, on a des choses, c'est peut-être pas forcément ce qu'il y a de plus électoralement vendeur, mais on pense que c'est important. Et donc, messieurs les politiques, est-ce que vous pouvez partager notre courage, saisir la balle qu'on vous tend et traduire ça dans les textes qui vont bien? Et ça tombe bien, on a tout ce qu'il faut en ce moment entre la loi agriculture et forêt et puis les lois de finances. Je pense que c'est le premier point important, et je pense que si ça va jusqu'au bout, moi, le CSF aura déjà montré un grand élément de son utilité. Deuxième sujet, c'est les solutions locales. Nous, on voit bien, avec nos 330 chaufferies qui sont réparties à travers tout le territoire, il y a des endroits où ça se passe bien, des endroits où ça se passe pas du tout de la même manière. Je pense notamment dans ce qui consiste à dire que le bois énergie, ça n'est pas du bois d'industrie, ça n'est pas des rondins, donc c'est d'autres choses qu'il faut aller chercher. Ça, quand on le dit, quand on le discute, quand on le travaille avec un certain nombre de fournisseurs, il y a des régions où on a l'impression que oui, c'est évident, ça se fait pas tout seul, bien entendu, ça nécessite des investissements, un certain nombre d'évolutions de pratiques, mais c'est assez naturel. Par exemple, pour l'alimentation de ma cogénération de Limoges, cette pratique-là s'est faite assez naturellement. Il y a d'autres régions où c'est objectivement beaucoup plus compliqué. Il y a des pratiques qui restent vraiment ancrées dans les réflexes des acteurs locaux. Je pense par exemple à des régions comme la Normandie, où il y a vraiment la culture du rondin, et on a du mal à passer à autre chose. Est-ce qu'il y a une corrélation avec la nature de la propriété forestière aussi ? Est-ce que vous faites un constat aussi par rapport à l'historique, ou non, pas spécialement? C'est vraiment des particularités régionales. Voilà, c'est plutôt à qui on vendait. Il n'y a pas si longtemps, à Lisay, il y avait quand même quelque chose d'assez gros qui prenait beaucoup de rondins. Bon, néanmoins, à Lisay, ça ne fait pas non plus 100 ans que c'est là. Donc, il ne faut pas désespérer. Mais on voit bien que quand on est face à des situations comme ça de filières un peu bloquées, il faut peut-être aller mettre un coup de boost. L'ADEME avait fait une opération pilote en Auvergne sur la mobilisation du bois. Moi, je suis assez preneur de voir si on ne peut pas répliquer un peu le principe. Pas la palette de solutions, parce que chaque territoire appelle des solutions spécifiques, mais aller faire comme ça des opérations pilotes, justement là où c'est le plus compliqué. Merci de M. Monlivaud. Comme promis, M. Damécourt, pour une petite réaction très courte, et ensuite Stéphane Guéban qui avait souhaité également réagir au propos de M. Charmasson. Oui, moi je vais en revenir toujours au même problème. On peut toucher à la fiscalité. La fiscalité forestière, elle est attachée à une production qui dure sur 3 générations. Donc on peut y toucher, il faut faire attention, parce que le risque en y touchant, c'est qu'il y ait encore moins. Mais enfin bref. Moi je pense vraiment qu'il y a d'autres verrous, il y a plein de verrous à faire sauter, mais on les a tous fait ressortir dans le CSF, et j'espère qu'ils ressortiront bien et que tout le monde sera d'accord avec la façon dont on l'écrit. Mais il y a par exemple ces verrous où aujourd'hui on communique sur le fait que couper un arbre, c'est pas bien. Crédit Agricole Maine-Anjou, par exemple, a communiqué sur le fait qu'il fallait absolument s'abonner au i relevé, parce que grâce au i relevé, on économiserait la vie de plus de 200 arbres sur les 3 départements de la Sarthe, de la Mayenne et du Maine-et-Loire. Vous voyez, c'est fort quand le Crédit Agricole est capable d'avoir une communication comme ça, et on en entend tous les jours à la radio. Donc on a des gens qui disent couper un arbre, c'est pas bien. Ça, c'est un vrai verrou. Ouais. Il faut que les pouvoirs publics et que tout le monde dise à chaque fois, quitte même à attaquer des publicités comme ça, parce que c'est de la publicité mensongère. Nous avons déjà évoqué cet amalgame récurrent. Ça, c'est un vrai verrou. Après, il y a un autre verrou, enfin, je ne vais pas tous les nommer, mais le problème un autre, pour notre gouverneur. Voilà, le problème d'augmentation des populations de cervidés. C'est-à-dire qu'un investissement d'une plantation forestière, on en a parlé, on ne plante pas assez. Aujourd'hui, dans la majorité des départements en France, quand on plante, il faut protéger le plan, c'est-à-dire qu'on double le prix de la plantation. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, que le propriétaire n'avait pas de quoi réinvestir, si en plus on n'est pas capable de faire ce qu'il faut pour qu'il ne soit pas plombé par des dégâts de gibier qui vont faire que les bois ne pousseront pas parce qu'ils seront esquintés dès le plus jeune âge, vous voyez, c'est des verrous comme ça. Donc ça, je pense qu'il faut vraiment arriver à les faire sauter. Et puis sinon, c'est vraiment du gagnant-gagnant. Il faut qu'on se mette tous autour de la table, je l'ai dit tout à l'heure, et qu'on aille dans le même sens. Mais il y a un réel problème d'investissement, donc de recréer un fonds pour l'investissement.
Parce que c'est ça la différence. Avant, quand il y avait le Fonds forestier national, les pépiniéristes français produisaient du plan. L'arrêt, il est arrivé avec l'arrivée du Fonds forestier national. Merci, monsieur Damécourt. Alors, vous avez déjà proposé un certain nombre de recommandations. Je parlais tout à l'heure de suggestions bienveillantes à destination de nos décideurs, du législateur, entre autres. Monsieur Viéban, une toute dernière intervention sur cette partie de la table ronde, parce que je ne doute pas qu'il y a un certain nombre de questions qui pourront vous venir de la salle directement. Je voudrais m'effacer au profit des participants. Oui, moi, ce que je voulais juste dire, deux choses. Un, c'est vrai que je ne crois plus au Père Noël. Donc, vous le disiez tout à l'heure, si on ne se bouge pas, il ne faudra peut-être pas attendre le petit bonhomme rouge, parce que ça ne se fera pas. Deuxième chose, ne partez pas d'ici sans croire qu'il n'y a plus de bois dans la forêt. Parce que par rapport à ce que vous disiez, juste peut-être préciser. Il y a deux problématiques qui sont bien différentes. Il y a la problématique résineuse et la problématique feuillue. Ces deux sujets, si on les mélange, on risque de raconter des bêtises. Sur la problématique des résineux, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une vraie tension sur la ressource résineuse, que ce soit sur des aspects de bois d'œuvre, on l'a bien vu, et aujourd'hui, le développement de la construction bois, elle se fait sur du résineux. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est comme ça, et ça continuera, parce que le résineux a des qualités que n'ont pas le feuillu. Le développement du bois construction se fera à 90% sur le résineux. C'est pour ça qu'on plante des résineux pour cette filière-là. Bon, après, il y a tous les effets induits par la production de tous les produits connexes qui peuvent aller en bois industrie, en bois énergie. Par contre, pour la forêt feuillue, il y a, mesdames et messieurs, il y a des centaines de millions de mètres cubes dans la forêt française. J'avais fait un petit calcul, c'est 1,4 milliard, je crois, de mètres cubes sur pied en forêt française. On ne récolte pas la production biologique depuis des décennies. On a cumulé aujourd'hui un stock en forêt, et en particulier privée. C'est là où on a des choses à faire en forêt privée. Donc c'est énorme, c'est gigantesque. Donc ce n'est pas un problème de quantité de bois, c'est un problème de la faire arriver dans les chaudières, dans les usines, dans les panneaux, etc. De rentabilité pour voilà. le donc détenteur, c'est ça l'objet. Donc c'est comment on peut y arriver. Et puis derrière, c'est un cercle vertueux, puisqu'on va créer de l'emploi, on va créer, etc. Donc ça, il y a du stock. Comment on fait pour essayer de les chercher? Donc il faut regrouper l'offre. Ça, c'est notre job. Comment on fait pour regrouper? On manque des moyens, parce qu'aujourd'hui, nous, dans nos entreprises, on n'a pas 1 euro de subvention. Donc comment on fait pour essayer de regrouper ces offres-là? Ça, c'est notre job. La deuxième partie, c'est de regrouper les moyens. Les moyens techniques et les moyens financiers. Et ça commence à être des choses qu'on peut faire ensemble. Et puis, il faut regrouper les compétences. Les compétences en termes de... On en parlait tout à l'heure. Il y a le problème de formation de nos opérateurs. Il n'y a plus de formation de niveau ingénieur forestier, par exemple, en France. Ça n'existe plus. Pourquoi? Comment? Et ça, il faut peut-être se le faire. Et puis, sur la recherche et développement. Tu en parlais tout à l'heure, Benoît. Il y a aussi des choses à inventer. Donc, comment on fait pour faire ça? Il faut faire des vrais partenariats entre industrie et ressources. On le fait. On signe des contrats. Mais le contrat, c'est le minimum. Mais on fait aussi, on signe des contrats aussi dans des cultures semi-dédiées ou dédiées entre propriétaires, mobilisateurs et industriels. On va jusqu'à faire des filiales entre nous et puis des industriels. Donc il y a un tas de choses. Il faut absolument développer ces partenariats. Et moi, alors on parle de mobilisation. Moi, il faut déclarer la mobilisation générale, au sens alors presque guerrier du terme. Sinon, on n'y arrivera pas. Et moi, on ne fait pas plus. Aujourd'hui, on n'a pas plus de moyens. Donc il y a eu ce qui s'est passé ces dernières années, en particulier en exploitation forestière. Des gens qui faisaient d'autres produits, ce sont des produits qui faisaient, ils font un peu autre chose ou ils font un peu de tout. Donc on fait avec les mêmes moyens un peu plus. Mais en fait, il faudrait faire beaucoup plus. Et à ce moment-là, il faut d'autres moyens. Et donc là, comment essayer de créer des nouvelles façons de travailler ensemble entre détenteurs de la ressource, mobilisateurs et puis industriels. Ça s'est fait à certains endroits. Il faut développer tout ça. Alors, juste pour rester là-dessus, puis merci pour cette transition avec la table ronde suivante, puisque nous évoquerons justement les savoir-faire français. Mais si vous voulez aller un petit peu plus loin dans les moyens et si vous avez l'occasion de le faire plus pratiquement, concrètement parlant, à travers les questions de la salle, n'hésitez pas à le faire. Je me tourne vers vous comme ce matin pour ceux qui étaient parmi nous. Merci de lever la main. Vous vous souvenez comment ça s'est passé? La première main a mis un certain temps à se manifester. Par contre, un certain nombre se sont manifestés très très proches de la clôture de la table ronde, de la fin du temps qui nous était imparti. Donc manifestez-vous le plus tôt possible, je vous en remercie. Donc, monsieur, je vous laisse vous présenter, oui, vous faire part de votre question et nous dire à qui elle s'adresse. Donc un peu à tout le monde. Frédéric Coirier, Groupe Oujoula.
Donc moi j'ai une question par rapport à notre capacité à mobiliser, parce que j'ai déjà entendu parler de l'Autriche par exemple qui sortait quasiment autant de bois de ses forêts finalement que la France. L'Allemagne en sort beaucoup plus. Je ne sais pas à quel prix elle le sort. Donc aujourd'hui je ne sais pas si on a des comparatifs. Simplement je pense qu'en Allemagne et en Autriche il y a des obligations pour le propriétaire d'entretenir sa parcelle ou de la faire exploiter de façon obligatoire. Est-ce qu'on pourrait nous donner quelques éléments, parce que c'est peut-être aussi des bonnes expériences à partager, et est-ce que ça pourrait permettre de remettre dans le circuit toute cette biomasse qui aujourd'hui n'est pas utilisée, pas que pour des histoires de prix, mais aussi pour des histoires de loisirs, et aussi parce qu'il y a beaucoup de propriétaires, je pense quand même, qui ont des toutes petites parcelles et qui se soucient finalement très très peu de l'exploitation. Et alors qu'on a là un potentiel très important qui pourrait certainement passer dans le circuit coopératif ou l'ONF, peu importe, mais qui pourrait revenir dans le circuit pour amener de la capacité et puis aussi amener du renouvellement de plans, hors des structures dont on a déjà parlé. Ouais. Parce que le problème, en fait, n'est finalement peut-être pas dans les entreprises qui sont présentes aujourd'hui, mais les 50% de parcelles aujourd'hui qui ne travaillent pas, quoi. Qui sont laissés, pour ne pas dire à l'abandon, mais en tout cas qui sont sous-exploités à minima. Ce qui est intéressant dans votre exemple avec l'Autriche, dont on va vérifier justement les éléments de comparaison, si quelqu'un veut bien nous donner des éléments, c'est d'autant plus intéressant, effectivement, si tel est le cas pour les chiffres que vous avez cités, enfin en tout cas le comparatif que vous avez fait, que nous ne sommes pas dans le pays le plus plat, et nous avons déjà évoqué dans ce même colloque que nous avions parfois mangé notre pain blanc en accédant plus facilement aux zones de plaine, etc. Et pourtant, ce n'est pas le pays qui a le moindre relief. Monsieur Vieban. Oui, alors, c'est toujours très compliqué de comparer des pays par rapport aux autres, mais une grosse différence, je dirais, entre la forêt autrichienne et la forêt française, c'est que ces forêts-là sont essentiellement constituées de résineux. Et quand on regarde, c'est pour ça tout à l'heure j'essayais de bien vous expliquer un peu la différence. En France, le taux de mobilisation de la forêt résineuse, on n'est pas loin des 100% aujourd'hui. On est vraiment, voire peut-être on commence à taper dans le capital. Donc ça, parce que derrière, il y a une vraie valorisation, et en particulier en bois d'œuvre. Donc on connaît, alors ça c'est une conséquence, un des premiers marchés du bois de sciage qui vient chez nous, une première province, c'est l'Allemagne. L'Allemagne, l'Autriche sont des exportateurs de sciage qui sont importants, et en particulier en France, puisqu'on importe en France. C'est d'ailleurs un des premiers postes déficitaires en France, c'est le sciage importé. Donc je pense la principale explication, c'est la qualité du bois. C'est le fait qu'en fait, on l'exploite pour faire du bois d'œuvre. Et s'ils sont bons aussi en bois d'œuvre, c'est parce que derrière, il y a toute une filière, que ce soit en bois d'industrie ou en bois énergie. Des principaux développements en France du granulé, du pellet, ça a été l'Allemagne, ça a été l'Autriche. Parce que rien ne sort d'une scierie en Autriche s'il n'y a pas un minimum de valorisation. C'est valorisé en énergie électrique, c'est valorisé en pellet, c'est valorisé en planches séchées, etc. Donc il y a une très très forte intégration de l'ensemble des... Une concentration de valeur ajoutée aussi dans le même pays et sur la même filière. Monsieur Frot, même question. Pour ajouter quelques éléments à ce que vient de dire Stéphane, il y a aussi un frein sur les moyens d'exploitation actuellement en France, et la concurrence d'usage, elle est aussi là. Cette sortie d'hiver, lorsque les conditions étaient un petit peu meilleures, on a vu parfois localement des prix monter fortement sur les coûts d'exploitation, où les industriels renchérissaient un petit peu sur les prestataires de travaux forestiers pour ne pas les perdre. Parce qu'effectivement, ils voient un certain nombre de leurs prestataires partir pour de la production de bois énergie. Parce que, et je pense que ça, c'est important aussi que ce soit un exemple pour le reste de la filière, côté bois énergie, on est un certain nombre à avoir fait l'effort de fidéliser des prestataires dans la durée. Et ça, ils ne l'avaient pas connu jusqu'à présent dans la filière en France. Vous ne l'avez pas vu venir. Il ne l'avait pas vu. Voilà. En Allemagne, en Autriche, c'est le cas depuis des années. Les structures d'exploitation forestière chez nos voisins sont quand même beaucoup plus importantes que chez nous. Des grosses sociétés de travaux d'exploitation forestier, on en a très peu en France. À l'étranger, il y en a. Et ça, aujourd'hui, c'est un vrai frein pour mobiliser du bois supplémentaire, parce que je partage l'analyse de Stéphane, du bois en forêt feuillue, il y en a. Après, il faut aller le chercher, et il faut des opérateurs capables d'aller le mobiliser. Et il y a un vrai sujet, un frein, sur les capacités de mobilisation. Et là, je crois qu'il y a un vrai travail à faire au niveau de la filière, au niveau des discussions qu'il peut y avoir au niveau de la filière entre amont et aval, sur l'appui et l'aide qui peut être fait aux opérateurs
de mobilisation aux entreprises de travaux d'exploitation forestiers. S'il fallait faire, sur le plan strictement technique, s'il fallait faire une sorte de priorisation ou de tiercé, c'est plus un problème de dimension de parc de matériel, de dimension d'entreprise d'exploitation. Quel est le premier critère d'après vous? C'est un problème de dimension d'entreprise, ça c'est clair. On a aujourd'hui des entreprises qui sortent de cet hiver souvent assez exsangues. Les porteurs forestiers sont restés au garage. C'est un manque à gagner considérable. C'est souvent des gens qui ont 2-3 machines, qui sont dans des situations économiques assez précaires. Ces entreprises qui régulièrement déposent le bilan pour repartir sur une activité. Donc avec effectivement des entreprises familiales qui sont d'une taille trop petite pour sécuriser et accompagner le besoin aujourd'hui de la filière. Monsieur Vivant, en deux mots, pour compléter, on se retourne vers la salle. Pour compléter, une machine forestière, une abatteuse, c'est 450 000 €. Un porteur, c'est 250 000. Un broyeur, c'est entre 300 et 400 000. Vous voyez, donc c'est quand même des investissements importants. C'est vrai qu'il y a une tendance à atomiser un peu l'exploitation forestière. On se rend compte qu'aujourd'hui, il y a des problèmes, effectivement, d'intempéries. L'intempérie n'est pas gérée en forêt comme en bâtiment. Un entrepreneur qui reste au garage pendant 6 mois ou 4 mois, il n'a aucun revenu. Et après, il ressort, problème de trésorerie, il n'a même pas d'argent pour acheter son gasoil. Deuxième chose, on a limité les aides soit aux TP, aux très petites entreprises. Quelqu'un qui a 3-4 machines qui veut se développer, eh bien aujourd'hui, il n'y a pas d'aide parce que c'est limité. Voilà. Et puis nous, les entreprises comme les nôtres, ou voire ONF Énergie, on n'a pas du tout d'aide. Et il faut mettre en plus, troisième élément, vraiment de l'argent sur la R&D, sur la mécanisation du feuillu. On ne pourra pas relancer des centaines de bûcherons parce que problème de main-d'œuvre. Là aussi, il y a du travail à faire. Nous donner une suggestion pour la table ronde, encore une fois, qui suit, sur peut-être des valeurs ajoutées nouvelles qui peuvent être créées et monter sur cette spécialisation un peu française, cette spécificité française. Monsieur, on vous passe le micro tout de suite. Je vous laisse vous présenter également. Oui, bonjour, Bernard Duhem, Maison Paysanne de France. Je vais souvent dans une forêt qui est celle du Jura, qui est quand même une très belle forêt. Et je rencontre régulièrement le patron d'une scierie. La dernière fois que je l'ai vu, c'est au mois de novembre. Il était exaspéré parce que les grumes partent en Chine et donc eux n'ont plus de travail. Donc là, on est en train de détruire la filière bois construction parce que après les planches, elles reviennent en France et elles reviennent pour faire des maisons bois. Et contrairement à ce que vous dites, les maisons bois, elles ne sont pas en perte de 30% actuellement. Elles sont plutôt en montée. Alors, donc, mais le marché étant occupé par d'autres. C'est ça que vous voulez dire? Mais le bois, il revient de Chine. C'est tout. Il faut que ceux qui vendent le bois arrêtent de vendre le bois à n'importe qui. Quoi. Enfin, vraiment, c'est vraiment c'est un fléau, ce truc. Et cette personne me dit, je gagne de l'argent uniquement sur du bois déchiqueté. Voilà. C'est ça qui me fait tenir. Point. Moi, je trouve que c'est quand même très grave. J'ai été dans le bâtiment, maintenant je suis en retraite. On a toujours parlé du problème de la filière bois dans le bâtiment. Ce n'est pas nouveau, ce problème. Il n'est pas nouveau. Il serait temps que vous vous remuez. Non, mais c'est vrai. Bon, non, mais c'est pas nouveau. Hein. Merci, monsieur, pour votre intervention. Alors, ça a toujours présidé la philosophie de ce colloque. Hein. On est là pour se dire les choses, sans langue de bois, mais ça reste en toute sérénité. Bien évidemment, il peut y avoir des opinions différentes. Je le conçois parfaitement. N'hésitez pas à réagir si vous le souhaitez. Chacun étant évidemment tout à fait libre de s'expliquer. Madame, on va vous passer le micro tout de suite. Alors, il y a effectivement contradiction ici même sur la scène, monsieur. Donc je vais quand même, pour la défense, proposer à quelqu'un de répondre à cette question. Monsieur Vieban. Non, mais attendez, il faut aussi... mais c'est totalement faux ce que vous dites. Moi, je me lève complètement contre ça. Il y a un souci sur les feuillus. Je veux bien penser qu'il y a effectivement quelques exportations de chênes et de hêtres qui se sont faites, essentiellement de hêtres, parce qu'il y avait une difficulté, je dirais, sur la transformation du hêtre. C'est en train de changer. L'augmentation des prix fait qu'aujourd'hui, l'exportation du feuillu a diminué. Sur le résineux, alors je sais bien qu'avec mes collègues de la FNB, on se titille là-dessus, mais enfin, c'est pas ça le sujet, quoi. C'est quelques conteneurs. Je pense que c'est moins de 400 000 m3 de grumes par an, hein, sur l'ensemble de la France.
Donc c'est pas grand-chose. C'est pas le sujet de la filière bois. Le sujet de la filière bois, c'est d'augmenter sa compétitivité. Aujourd'hui, il y a des millions de mètres cubes de sciage qui arrivent d'Allemagne, de Belgique, d'Autriche et d'ailleurs. Et pourquoi, hein? Donc c'est ça le sujet. C'est pas le sujet. Ça, aujourd'hui, on veut nous faire croire que c'est le problème. C'est pas ça le problème. Moi, je vous le dis. Après, alors et les chiffres aujourd'hui, l'exportation des grumes résineuses de France, c'est epsilon, c'est quelques pourcents de la mobilisation. C'est pas ça qui fait qui est la difficulté de la filière transformation résineuse. C'est pas vrai. Ah ben j'irai, pas de souci. Mais je crois qu'il ne faut pas chinoiser parce que Attendez, la majorité, bien, s'il vous plaît. la majorité des exportations C'est le des terme bois qui convient. français, elle part en Europe, c'est-à-dire qu'elle part en Allemagne. Faut pas, la Chine, c'est un peu facile. Alors, voilà, si vous le permettez, pour essayer de rester effectivement dans la sérénité et pouvoir permettre à d'autres personnes de s'expliquer sur d'autres sujets. Plusieurs personnes avaient levé la main. Est-ce que quelqu'un a levé la main sans que je l'ai aperçu pour l'instant? Parce que nous pourrions aller très loin cet après-midi. Donc, monsieur, un autre monsieur qui a un micro, Madame Alexandre ici au premier rang, Madame Lang, je crois reconnaître, c'est ça, et monsieur. Alors, on va essayer de passer ces 5 questions-là, si vous le voulez bien, à une seule condition, c'est que vos questions soient courtes et les réponses aussi courtes. Bien, je vais essayer de faire très court. Pierre-Jean Mondi, responsable des relations institutionnelles chez E.ON France. J'avais juste une question par rapport au prix de la matière et à la sécurisation des approvisionnements. Je pense qu'on sera tous d'accord que quelles que soient nos industries, qu'elles soient dans l'énergie, dans l'industrie, dans la trituration ou dans la construction, le plus gros risque, c'est le défaut d'approvisionnement. Ce défaut d'approvisionnement, il a un coût. C'est un risque, il est payé d'une manière ou d'une autre sur la vie d'une industrie. Aujourd'hui, je voudrais un peu, moi, avoir l'avis d'autres industriels, puisque chez nous, le message est assez passé, qu'une des manières d'arriver à sécuriser l'approvisionnement sur le long terme, c'est de contribuer à un effort de mobilisation et à un effort financier dans un fonds de mobilisation. Donc on fait des essais localement avec du financement d'innovation, du financement d'actions stratégiques de mobilisation, de partenariats avec des territoires. C'est à une petite échelle qui correspond à notre rayon d'approvisionnement. Je voulais avoir l'avis d'autres consommateurs de bois qui soient dans l'énergie ou dans la construction sur comment contribuer justement en tant que consommateur à améliorer la capacité de mobilisation et à augmenter la récolte de bois. Vous adressez-vous à quelqu'un en particulier sur la table ronde ou à la salle en général, si vous parliez d'autres industries? Moi, je pense qu'on peut avoir l'avis de M. de Montlivaud et de M. Turbet concernant la partie énergétique. Effectivement, pour la partie énergétique, à Cofeli et à Dalca. Je ne suis pas sûr de répondre complètement à la question qui se cache derrière votre intervention, mais nous, ce qu'on cherche à faire, c'est à contractualiser, c'est-à-dire d'avoir avec des partenaires, l'ONFE en est un pour ce qui nous concerne, donc d'avoir des contrats long terme qui permettent à la fois à nous-mêmes de sécuriser une partie de notre besoin et en même temps aux partenaires fournisseurs qui contractualisent d'avoir de la visibilité et de pouvoir réaliser un certain nombre d'investissements dans la durée pour satisfaire la commande pluriannuelle. Merci Monsieur Turbet. Monsieur de Montlivoire, 2 mots également. Oui, je rajouterais que pour favoriser cette contractualisation, il ne faut pas oublier tout le travail qui a été fait par l'interprofession et notamment à travers la création des indices du bois énergie. Je ne suis pas sûr que E.ON en soit fanatique, mais nous pensons que les indices du Centre d'études de l'économie du bois, du CEB, sont un élément vraiment clé pour construire de la relation contractuelle dans la durée. Et justement, avoir effectivement avec cette contractualisation dans la durée la possibilité pour les acteurs de l'amont d'aller voir plus facilement leurs banquiers aussi. Merci Monsieur de Montlivaud. Monsieur qui avait un micro dans le fond de la salle, je crois. Oui, je vous laisse vous présenter également. Oui, donc Jérémy Blot, chef de projet énergie pour le groupe Maya. Moi, j'avais une question pour comprendre pourquoi les feuillus étaient moins exploités, puisqu'ils sont, à ma connaissance, sur des reliefs plus faciles et plus accessibles. Est-ce seulement le coût de la matière ou d'autres paramètres qui m'échappent en sylviculture notamment empêchent l'exploitation de cette filière au niveau du feuillu?
Monsieur Viebant se saisit rapidement du micro parce qu'il a effectivement beaucoup de réponses sur les différentes questions que vous avez posées jusqu'à présent. C'est aussi, voilà, de par votre assise aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec le nombre de massifs que vous représentez aujourd'hui, vous avez un certain nombre de cas de figure qui permettent de répondre à votre question, monsieur, je pense. Alors sur les feuillus, il y a plusieurs éléments qui font qu'effectivement on est sur des logiques de mobilisation qui sont différentes de celles du résineux. Les résineux, donc il y a un certain nombre de forêts naturelles qui existent, mais les plus grandes surfaces de forêts résineuses sont des forêts de plantation. Donc où il y a eu des investissements, où il y a des parcelles de suffisamment grande surface qui permet de mobiliser dans des conditions positives. Et puis quand un propriétaire a investi dans sa plantation, eh bien, il a tout intérêt à s'en occuper, à réaliser une sylviculture dynamique. Donc c'est aussi un des effets positifs des forêts de plantation. Donc ça, c'est une première réponse. La deuxième réponse aussi, c'est le marché. C'est sûr qu'aujourd'hui, la valorisation est bien supérieure quand vous avez un bois d'œuvre de qualité sur des forêts résineuses. Et ben, vous avez une meilleure valorisation des bois. Et puis, troisième élément, mais ce qui revient un peu au premier, c'est que dans les forêts feuillues, vous avez beaucoup de sur une partie d'entre elles, sur des massifs, ce qui n'est pas tout à fait vrai sur le massif central, sur les montagnes. C'est des forêts qui, n'ayant pas été cultivées pour une partie d'entre elles, ce n'est pas le cas des forêts de chênes du centre de la France, mais qui n'ont pas... donc il n'y a pas eu de sylviculture, donc assez peu de bois de qualité, sur des forêts plutôt morcelées. C'est là où on a ces problèmes de taux de mobilisation qui sont les plus faibles. Donc c'est un empilement de ces aspects plutôt défavorables à la mobilisation qui font que les forêts feuillues ne se sont pas mobilisées, quoi. Merci, monsieur. Après, ce qu'on peut rajouter, c'est oui, monsieur Damécourt. Il y a feuillu et feuillu. Sur le peuplier, par exemple, qui est un feuillu, il n'y a pas de souci. Tout est récolté, ils en manquent même. Et on voit, en Pays de Loire, il y a 8% de la surface forestière qui est en peuplier. Ces 8% produisent 33% des volumes de bois d'œuvre récoltés. Donc, vous voyez, mais parce que le propriétaire, il l'a planté lui-même et il sait qu'il va le couper. Le problème, c'est la partie sentimentale d'une futaie de chêne qu'on a du mal à faire tomber. Il y a des gens qui réalisent eux-mêmes leur plan simple de gestion. Ils prévoient la coupe de chêne parce que les méthodes sylvicoles font que c'est à âge de maturité, il faut les abattre. Mais quand il s'agit de les abattre, ils disent « je les ai prévus, mais je ne les ferai pas ». Un recul de dernière minute. Madame, je vous laisse vous présenter. Nous vous retrouverons dans d'autres occasions dans ce colloque. Je vous laisse nous rappeler qui vous êtes et intervenir sur, peut-être en réaction, je pense, à quelque chose que vous avez entendu. Oui, absolument. Merci beaucoup. Sylvie Alexandre, moi je suis membre du Conseil général de l'environnement et du développement durable. J'ai commis avec quelques collègues l'année dernière un rapport sur les usages non alimentaires de la biomasse qui traitait de deux cas de figure, celui du bois énergie et celui des biocarburants. Donc j'interviendrai demain pour présenter une table ronde sur les biocarburants. Sur ce qui vient d'être dit sur les exportations, je voudrais vous signaler à tous, parce que j'ai l'impression que vous l'ignorez collectivement, que le ministère de l'Agriculture a publié cette année un recueil de chiffres sur la filière forêt-bois, où vous avez les chiffres de récolte, tout ce qui concerne la structure de la forêt, etc. etc. Je voudrais juste intervenir sur un point. On scie en France à peu près 20 millions de mètres cubes par an, c'est-à-dire à peu près la moitié du bois marchand qui est récolté. Sur ces 20 millions de mètres cubes par an, vous savez combien on produit? Il faut à peu près 1 mètre cube de grume pour faire un demi-mètre cube de sciage et un demi-mètre cube de sous-produit. Vous savez combien on produit de millions de mètres cubes de bois feuillu en France, en sciage? 1. On scie 20 millions de mètres cubes, on produit 9 millions de mètres cubes de sciage résineux et 1 million de mètres cubes de sciage feuillu. On a un tiers de notre forêt en résineux. Une grande partie de ce qu'on scie en résineux, ça vient des reboisements du FFN qui ont été faits depuis 40 ans. Donc ça veut dire, comme on l'a dit un certain nombre, comme M. Siat l'a dit, comme les représentants de l'amont forestier ont dit, ça veut dire que notre gestion forestière, elle est tout sauf durable. Il faut faire très attention à ça parce que dans la forêt française, il y a des vulnérabilités au changement climatique qui sont liées à la structure des peuplements. Et quand on stocke du bois sur pied, on augmente les besoins en eau. Or, nous savons qu'avec le changement climatique, regardez, rapportez-vous à ce qui a été dit par M. Jouzel, la forêt va être vulnérable au point de vue de son alimentation en eau dans les décennies qui viennent.
Un des problèmes du cycle forestier, c'est que c'est un cycle de production très long. Il faut 40 ans pour faire un résineux, ou 60 ans, ça dépend des essences, mais il faut 100 à 250 ans pour faire un feuillu. Hein, voilà. Donc il y a un certain nombre de dynamiques à l'œuvre qui ne vont pas dans le sens de la gestion durable et de l'adaptation au changement climatique. Donc la mobilisation du bois, c'est une nécessité économique, mais c'est aussi une nécessité écologique. Alors, pour revenir à ce qui a été dit par monsieur, on fait beaucoup d'exégèse sur les exportations. Je pense que une des choses qui a été dite par monsieur Charmasson, c'est qu'il faudrait une veille économique beaucoup plus partagée entre les acteurs. Il y a quelque chose qui est un peu préoccupant, c'est que sur les échanges, on ne fait plus de statistiques en volume, les douanes les font uniquement en valeur. Et donc, il est très difficile de savoir combien de millions de mètres cubes on exporte vraiment et vers où. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'on exporte quand même beaucoup plus vers, si on peut appeler ça de l'exportation dans un marché intérieur, on exporte beaucoup plus vers les pays de l'Union européenne que vers la Chine. Hein, voilà. Et je voulais juste signaler, et on importe effectivement beaucoup de produits de construction dérivés en bois, ça c'est sûr. À peu près 50% de ce qu'on utilise. Je voulais juste revenir sur une initiative de politique publique, puisque vous en appelez, monsieur, qui n'a pas été citée aujourd'hui, qui est celle du plan de la Nouvelle France industrielle sur les industries du bois, qui est un plan qui est corrélé et articulé avec le travail du comité stratégique de filière. Pour la première fois, on va essayer en France, avec un financement public très important, puisqu'il a été validé la semaine dernière et ça représente 70% de financement qui viendra du programme investissement d'avenir. On va essayer de favoriser la construction d'immeubles de grande hauteur, tout en bois, en essayant au maximum de valoriser les essences françaises. Pourquoi ? Parce qu'on veut donner de la lisibilité à la construction en bois, non seulement pour de la maison, mais surtout pour de l'immeuble collectif, parce qu'en mètre carré construit, ça utilise beaucoup plus de bois, et ça donnera de la lisibilité à des industriels qui pourront investir dans des outils de première et de deuxième transformation. On ne fera pas les objectifs de bois énergie en 2020, 2030 ou 2050 si on n'a pas, et ça a été parfaitement démontré par les représentants de l'amont forestier, permis aux sylviculteurs de reconstituer ces peuplements. Et ce n'est pas avec le prix du bois énergie qu'on le permettra. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci, Madame Alexandre. Pardonnez-moi, Madame, j'avais encore... là aussi, on ne va pas parler de stock de questions pour ce qui me concerne, mais 2 questions en réserve. Je crois qu'il y avait des mains qui s'étaient levées au fond de la salle. Sinon, alors il y avait monsieur et tout de suite après... Alors, si vous le permettez, monsieur, on peut peut-être proposer à Madame qui a le micro. Voilà. Comme vous souhaitez, hein, Madame, si c'est en lien direct avec ce que nous venons de dire, ça peut être tout à fait pertinent que vous interveniez à ce moment. Sylvie Coine, je suis propriétaire forestier privé et membre de la fédération. Je suis mal à l'aise avec cette espèce de dialogue un petit peu chacun mène sa barque, il y a les propriétaires forestiers puis les utilisateurs. C'est vrai que les forestiers sont des gens très passionnés et très attachés à leur forêt et pas prêts de la lâcher si facilement. Elle a de la valeur pour eux. Et je crois que dans les relations que nous devons développer, puisqu'on est là pour essayer d'avancer, eh bien, il faut voir que si nous sommes des fournisseurs, parce qu'en fait, nous sommes des fournisseurs, eh bien, nous sommes aussi des partenaires. Et un partenaire, ça ne se traite pas avec un indice de prix. Ça se traite avec une... On va le voir. On va voir ce qui se passe en forêt. On parle de traçabilité de la matière. Eh bien, venez donc tracer un peu d'où vient la matière. Venez en forêt, venez voir ce qui se passe. Nos problématiques, elles ont été très bien exprimées, mais venez voir et participer à notre problématique. Il y a une question qui a été lancée à la salle ou comme ça, de dire, bon, comment considérez-vous que vous devez approcher l'amont ? C'est vrai qu'il faut le considérer, l'amont. Il faut s'y intéresser. Et je crois que vous aurez d'autant plus de succès que vous serez venus un peu discuter. Et il y a des gens qui le font, et pas des moindres. Donc je crois que c'est des rapports que nous avons intérêt à développer, des rapports de partenaires. On a des problèmes spécifiques. Peut-être qu'on vous embête un peu avec nos histoires de morcellement, de petites propriétés, etc. Mais c'est la réalité. Et nous, structures forestières, on est obligés de faire avec. Sachez également que la forêt privée est organisée. On a une fédération, on a des syndicats, on a aussi des unions régionales. Donc, il y a des interlocuteurs que vous pouvez contacter et avec lesquels vous pouvez vous rapprocher des propriétaires qui seront très heureux de vous emmener en forêt. Ça fait beaucoup de bien et peut-être aussi qu'ensemble, ça permet de trouver les solutions territoriales.
Merci madame pour votre intervention. Je me permets juste de rappeler à ce stade que M. Turbet tout à l'heure disait justement nous ne faisons pas contre ou en face, nous faisons avec. C'est ce que vous avez... Je pourrais même ajouter avec un brin d'humour que nous sommes tous plus ou moins propriétaires forestiers dans cette salle. Donc... Oui, d'une façon ou d'une autre. Et nous allons respirer la forêt assez régulièrement, mais vous avez raison d'insister là-dessus. Merci madame pour cette avant-dernière intervention, puisque comme promis, monsieur, vous attendez un micro. Mais écoutez, je vais venir vers vous pour gagner quelques secondes sur notre agenda. Je vous laisse poser là aussi une question très courte, si vous le voulez bien. Je voulais donc, Christer Rosenquist, Clean Tech Trade. Ce que je voulais vous dire, c'est que, en ce qui concerne M. Turbet, par exemple, ou M. Montalivet, ou E.ON, si effectivement, à un moment donné, il manque de bois sur le territoire français, il est bien évident qu'un certain nombre de partenaires au sein de l'Europe, de l'Union européenne, que ce soit la Finlande, que ce soit les Pays-Baltes, que ce soit la Suède, sont tout à fait prêts et seraient ravis de venir effectivement pallier au manque de bois éventuel qu'il pourrait y avoir à un moment en France. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que où est-ce qu'on en est en ce qui concerne la financiarisation, entre guillemets, de la forêt ? C'est-à-dire, vous avez aujourd'hui en Europe, et je pense surtout en Europe du Nord, un certain nombre de fonds forêts qui ont été constitués et qui correspondent à une colonne vertébrale de fonds qui possèdent des centaines de milliers d'hectares et qui sont prêts à, assurer un flux régulier entre la forêt d'un côté et les utilisateurs de la forêt, qu'ils soient scieurs, qu'ils soient unités de papeterie, pâte, ou bien, d'utilisateurs énergie. Où est-ce qu'on en est en France sur cette réflexion ? Parce qu'il y a eu plusieurs fois où, personnellement, je me suis chargé de présenter un certain nombre de fonds forêts scandinaves qui aimaient le territoire français, qui y croyaient beaucoup. Et malheureusement, c'est extrêmement difficile, comme vous le savez, d'acheter de la forêt en France. Merci, monsieur. Bon, toutes les problématiques des uns et des autres sont recevables dans les questions. Est-ce que quelqu'un veut réagir à cette réflexion ? Non, moi, sur la deuxième partie, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est quand même très attaché à ce que la propriété forestière reste détenue par des propriétaires. Et je pense qu'il faut essayer de travailler avec eux et les motiver plutôt que de la transformer en propriété financière. Voilà, c'est plutôt notre vision et auquel nos adhérents sylviculteurs sont extrêmement attachés. Merci, monsieur Viéban. Nous étions un petit peu en décalage au début de cet après-midi, donc je voudrais essayer de rester dans les mêmes proportions pour ne pas prendre plus de retard. Vous êtes encore présent parmi nous, vous le savez, pour la table ronde suivante, mais comme pour les précédents, je vais vous proposer de remercier nos intervenants par quelques applaudissements. Alors, un certain nombre de choses ont déjà été dites concernant la table ronde qui suit, à savoir la thématique de la valorisation de la ressource et des savoir-faire français, à travers notamment des savoir-faire français, comme certaines suggestions ont déjà été faites. Nous allons entendre, pour nous en dire plus, M. Jean-Claude Boncorps, qui est président de FEDEN, la Fédération des services énergie-environnement, M. Grelier, Olivier Grelier, président de la commission chauffage bois domestique au CERF, cité ce matin déjà, M. Colonna de l'INRA, Paul Colonna, Alain Jacquet, directeur de Forêt et Bois de l'Est, Bruno Demonclin, président du CIB, le comité interprofessionnel du bois énergie, et M. Marc Laure, directeur général d'Areva Bioénergie.